epai ya bakongo. Gardez. Oh! Portez. Allez! Et ma vie. Monsieur le Premier Président de la communauté de Kinshasa-Gombe, mon colonel, la bourse d'audience est rangée pour vous rendre son honneur et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant bourse d'audience, Adja chef, Logana, Jean-Claude. Adja mon colonel. Armée. Oh! Pour la lecture de l'extrait de rôle pénal. Oui, votre honneur, monsieur le Premier Président, pour m'avoir accordé la parole. Extrait de rôle pénal. Audience publique de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en chambre foraine, en procédure de flagrance, ce lundi 12 mai 2025, dans l'enceinte du camp de Fungula, dans la commune de Lingwala. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 470/025. RMP numéro 4664/25/NTB. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public et le parti civil ci-après. 1. Monsieur Salomon Kabungu. 2. Madame Aimé Kiningu Mukalabama. Contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire supérieur adjoint Dunia Olivier. 2. Commissaire supérieur adjoint Banga Gajole. 3. Sous-commissaire Yala Dimatundu Michel. 4. Sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. 5. Sous-commissaire adjoint Libenge Kaindo. 6. Brigadier en chef Sangwa Moulangi. 7. APP Kabongo Théo. Prévenu de homicide préteur intentionnel, violation de consignes. Fait Kinshasa le 9 mai 2025, le greffier principal Mounoumou Zakimouna Vincent, lieutenant-colonel. La Cour appelle l'affaire inscrite sous le RPA numéro 470/025 en cause auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile Salomon Kabongo et Aimé Kiningu Mukalabama. Contre les prévenus ci-après, commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia. À la barre. À la barre. Jolie. Sous-commissaire Yala Dimatundu. Sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. Sous-commissaire adjoint Libenge Kaindo. Brigadier en chef Sangwa Moulangi. APP Kabongo Théo. Vérifier acté que l'appel de la cause, les prévenus comparaissent en personne, assister les leurs conseils comme suite. Maître Piu Tunzenge Cédric, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Greg Mutombo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Votre honneur, conjointement avec Maître Alfred Fiston Belépou, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Lesenge Baila. Madame Emerance Kinungu Mukalabamba, veuve, et Monsieur Salomo Kabongo comparaissent
représenté par ses conseils, Maître Mwanza Libixon Michel, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Comparution conjointe avec Maître Ngalamoulou Chirac, avocat au même barreau. Conjointement. Votre honneur, conjointement avec Maître Nando Mwendela Bouinda Papi. Avec le commissaire supérieur adjoint Jado Kosoli, défenseur militaire, règlement à créer auprès de la juridiction. La RDC est-elle là? Oui, ministère public, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. La procédure sera toujours par défaut. La fois dernière, la Cour avait prescrit au greffier un certain... Oui, la Cour avait assigné par l'entremise du greffe le général Kikobia Denis, médecin directeur de l'hôpital militaire de référence Kankokolo, ainsi que le professeur Dr Chumba, Ondo général, médecin. Il peut se présenter à la barre. Greffier acté la comparution du général. Acté le capitaine médecin légiste Moulamba à la barre. Police d'audience, prenez soin d'isoler le capitaine. La Cour vous a appelé à la diligence des deux parties au procès. En fait, on a vu les rapports d'expertise médico-légale, mais ces rapports, selon les parties, est trop technique. Et étant juristes, les uns comme les autres étaient pratiquement en difficulté d'interpréter certains termes utilisés par vous, nonobstant l'évolution de la science, mais quand même la comparution de l'auteur de l'œuvre paraît utile pour la manifestation de la vérité et éclairer la lanterne aussi de la Cour. Donc vous êtes à la disposition des parties au procès, notamment ministère public, partie civile ainsi que parties prévenues, qui vont vous soumettre leurs préoccupations dans l'espoir de trouver une satisfaction. On commence par le ministère public. Bon général, merci pour avoir répondu à l'invitation de la Cour. C'était comme le président l'a dit tout à l'heure, c'était pour expliquer à la Cour les termes techniques qui se trouvent dans votre rapport. La Cour vous a requis pour dire à la Cour la cause du décès de Tirégreté Kabeya, fiston, dont vous avez examiné le corps. Est-ce que êtes-vous prêt à expliquer votre rapport? Si vous n'en avez pas une copie, la Cour peut vous passer votre propre rapport pour mieux expliquer certains termes qui sont dans votre rapport et pour éclairer sa lanterne
par rapport au code d'IDC des fistons KBR. C'est ça. Merci pour la parole accordée. Votre honneur. Ce serait plus facile que ceux qui ont trouvé des difficultés à interpréter certains termes posent les questions. Comme ça, j'y réponds. En résumé, par rapport à ce que l'organe de la loi venait de dire, la cause du décès, c'est l'hémorragie cérébrale. Cette hémorragie cérébrale n'est pas survenue par hasard. Elle peut survenir lorsque la tension dans les vaisseaux du cerveau dépasse leur résistance. À ce moment-là, le vaisseau éclate. C'est une des modalités. Il peut aussi survenir à la suite d'une onde de choc, c'est-à-dire d'un coup donné sur la boîte crânienne et qui continue jusqu'à ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte crânienne, c'est-à-dire le cerveau. Voilà. Dans le cas que nous avons eu à examiner, nous avons trouvé effectivement qu'il y avait au niveau du cuir chevelu et au niveau du cerveau du sang qui ne devait pas s'y trouver. C'était un endroit anormal pour le sang. Le sang doit être dans les vaisseaux. Maintenant, lorsqu'il y a des difficultés quant à l'interprétation de certains termes techniques, je suis là pour y répondre. Ok, merci beaucoup. C'est la meilleure méthodologie parce que nous n'allons pas amener les docteurs à faire un double emploi. Tout est déjà consigné, mais vous relevez tout simplement les mots techniques qui a posé problème dans l'interprétation et ce dernier est disposé à y répondre. Pour le ministère public, s'il n'y en a pas, on passe la parole à la défense ou au Oui, on voulait seulement savoir la code d'IDC, n'est-ce pas? D'après le rapport qu'il a adressé. Je me limite là parce que c'est ce qu'on cherche. C'est là la préoccupation de la Cour qu'on voudrait vider par rapport à la code d'IDC du regretté fiston KBR. Nous voulons, si la Cour se retrouvait à un certain moment bloquée par rapport à cette code d'IDC, c'est ainsi que nous avons requis le médecin pour qu'il fasse un travail technique et qu'il puisse nous éclairer la Cour par rapport à ça. Je pense que c'est la préoccupation principale du ministère public et même de la Cour. Merci beaucoup. Des parties civiles, pour nous, les faits étaient déjà clairs. Les aveux des personnes qui comparaissent devant vous dès les différentes audiences qui se sont tenues étaient sans appel. Et les rapports du médecin expert à la matière, et pas n'importe lequel, le professeur à la matière, nous n'avons rien ajouté ni question, tout est clair comme l'eau, très limpide, et nous laissons la place à ceux qui estiment qu'il y a des mots qui leur compliquent. Le professeur est là, ça va les éclairer. Pour nous, on prend acte. Donc, oui, ce n'est pas un micro empoisonné, rassurez-vous. Hein? Comme je le disais tout à l'heure, la question que nous aimerions faire poser par votre cours n'est pas relative aux termes techniques employés dans le rapport. Elle consiste plutôt à ce que le professeur Tchomba puisse
expliquer devant votre cour le fait qu'après avoir procédé au devoir auquel il a été soumis par la cour, pourquoi a-t-il demandé ou a-t-il fait 9 recommandations à votre cour? Quelle serait l'incidence de ces 9 recommandations? Alors que lui, expert de son état, a fait un travail d'un expert. Cependant, avant de conclure, il dit: pour la manifestation de la vérité, il y a lieu que la Cour procède aux 9 recommandations, entre autres, quelle a été la santé de Kabé avant sa mort, quels sont les témoins qui l'ont vu avant de décéder, les conditions dans lesquelles il était détenu, et ainsi de suite. Pour lui, ces recommandations, quelle est l'incidence de ces recommandations, au cas où elles ne sont pas observées par la Cour, pour la manifestation de la vérité? J'ai dit. C'est vrai que au pénal, il n'y a pas de hiérarchie de preuves. Donc, on doit rester ouvert et examiner tous les points à fond. C'est dans ce sens-là que je souhaitais que si on veut vraiment connaître la vérité, que l'on aille puiser un petit peu dans ces domaines-là. D'après les dires, ce que on a reporté ici, en disant version de apprendre avec les réserves d'usage, cela signifie que on rapporte sans cautionner ce que l'intéressé ou raconte. Donc on ne prend pas position. Il s'est fait que la personne avait été arrêtée et emmenée, d'après l'historique, à la primature. De là, la personne a été amenée au cachot, je crois, de l'auditorat, quelque chose comme ça. Lorsque cette personne est arrivée, elle devait, à moins qu'elle ait été seule dans la cellule, s'il y avait d'autres personnes avec elle, il serait intéressant quand même de savoir dans quel état cette personne est arrivée à cet endroit. Et de 1. De 2, son état de santé se présentait comment? Lorsque quelqu'un arrive maladif, ou en train de trembler, ou en train de boiter, n'importe qui peut savoir que cette personne n'est pas bien. Si cette personne n'est pas bien, on s'enquiert quand même de son état, de façon à pouvoir lui apporter les secours nécessaires, si c'est nécessaire. Cet aspect serait intéressant quand même à exploiter. Dans quel état le regretté fiston est arrivé à la primature et qui l'a emmené au cachot de la garnison, je crois. S'il y avait d'autres co-détenus, ceux-ci ont pu voir dans quel état cette personne est arrivée. Ce serait important. Après l'avoir arrêté, on l'a emmené, comme je viens de vous le dire. Mais c'est un agent de l'ordre. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en détention sans l'auditionner, sans savoir ce qu'il a commis comme infraction, et ainsi de suite? Si cela a été fait, ça doit être consigné dans un PV. Il faudrait voir un peu ce qu'il y a dans ce PV qui peut aussi aider. Les conditions de détention. Une reconstitution, ça veut dire une descente sur la scène de crime, peut nous apporter beaucoup d'informations. Rien qu'à voir l'état
de l'endroit où les gens sont détenus, les conditions dans lesquelles ces gens sont détenus, tous ces éléments sont importants. Et si les conditions de détention ne sont pas favorables à l'état de santé de certaines personnes, ceci est aussi une information importante à creuser. Et les co-détenus demeurent toujours des témoins privilégiés. Je pense que pour le triomphe de la vérité, il faudrait écouter un peu leur version des choses parce qu'ils étaient détenus ensemble. Un autre problème soulevé, on les a emmenés à Troyes, à l'hôpital militaire. Pourquoi est-ce qu'on les a emmenés à l'hôpital? C'est que leur état n'était pas bien. Ah. Entre le 25 et le 29, je crois, le jour où Fiston nous a quittés, il s'est écoulé 3 ou 4 jours. Quel était l'état de santé de Fiston à ce moment-là? Si son état se détériorait, pourquoi ne l'a-t-on pas emmené à l'hôpital tout de suite? Donc ce sont toutes ces questions qui reviennent. Par rapport aux lésions, pour un peu expliciter les attentes de l'organe de la loi, lorsqu'on reçoit un coup sur la tête, selon l'intensité de ce coup, on peut être groggy dans un moment. Ça veut dire on perd plus ou moins connaissance. Et si le coup est très très fort, on peut même tomber. Ça signifie que les cellules du cerveau ne fonctionnent plus. Lorsqu'on tombe inconscient, on ne choisit pas comment on va tomber. La première partie du corps qui touche le sol, c'est cette partie-là qui portera les indices de la chute. C'est ainsi que si on tombe à la renverse, la partie postérieure de la tête peut cogner le sol. Selon l'intensité de cette chute, les lésions peuvent être tout à fait évidentes. Et dans ces cas, on peut effectivement aussi perdre connaissance. Les lésions que l'on a décrites peuvent relever d'autres causes, comme je viens de vous dire, une chute, en cas de crise d'épilepsie, en cas de baisse du taux de sucre dans le sang. Quand c'est ainsi, le cerveau ne fonctionne pas. On est un peu court-circuité, la personne peut tomber. Elle ne va pas choisir de quelle façon elle peut tomber. Quelqu'un qui pique une crise d'épilepsie va se retrouver dans la même situation. C'est cela aussi qu'il fallait creuser pour savoir si, au-delà des signes qui montrent que les lésions constatées sont des lésions antemortem, ça veut dire du vivant de la personne, on élimine tout de suite les autres instruments vulnérants parce que le type de lésion vous conduit à en déduire l'organe ou l'objet que l'on a utilisé pour ce faire. Par exemple, lorsque vous utilisez un couteau c'est une arme blanche, tranchante, coupante. Une arme comme ça laisse toujours des lésions
particulières, qui ont des caractéristiques particulières. Mais lorsque l'arme utilisée ou l'objet utilisé, c'est un objet qui a une masse, un volume, un poids, on dit objet contondant, il faut savoir comment cet objet a été manié, manipulé. Un objet qui n'acquiert pas une vitesse ne peut pas générer de l'énergie cinétique. Et donc, pour que l'objet contondant arrive à produire une lésion, il faut que cet objet ait une certaine vitesse. C'est ça qui génère ce qu'on appelle l'énergie cinétique. C'est le transfert de cette énergie sur un corps, sur n'importe quelle cible, qui va provoquer soit, lorsque la structure de la cible n'est pas costaude, c'est la cible qui va être démolie. Mais si c'est l'objet qui n'a pas une structure solide, c'est l'objet qui va être démoli. Et donc, le type de lésion provoquée par des objets contondants, ce sont des ecchymoses. L'ecchymose, c'est une suffusion sanguine superficielle, ce que l'on appelle bleu, votre nez. Ça, c'est la contusion du premier degré. Et si l'intensité est plus forte, elle peut créer ce qu'on appelle une bosse sérosanguine, c'est-à-dire un hématome. Et l'hématome, c'est une contusion de second degré. Et il se crée une collection de sang. Voilà. C'est ce qu'on avait constaté effectivement à l'examen de la dépouille du regretté fiston. Lorsque cette intensité est encore beaucoup plus forte, elle peut provoquer la fracture de n'importe quel os. Ici, c'est la boîte crânienne, c'est un os qui peut aussi se fracturer lorsqu'il y a un coup important. Ce qu'on n'avait pas trouvé dans ce cas. Par contre, on avait trouvé des ecchymoses, des hématomes et à l'intérieur de la boîte crânienne, une hémorragie cérébrale. Les cellules nerveuses sont excessivement sensibles et vulnérables à la diminution ou au manque d'oxygène. Dès que la quantité d'oxygène baisse un peu, on a des vertiges, on peut tomber. Si ce temps perdure, on peut tomber en syncope. Et si on ne fait rien, on entre dans le coma. Et si on ne fait rien, on peut perdre quelqu'un comme ça. Voilà un peu votre honneur, si je peux me limiter là, en attendant d'autres questions. Ok, merci beaucoup. Les explications sont tout à fait claires, mais la soif de la Cour n'est pas tout à fait atteinte. Parce que la Cour voulait savoir l'incident. Parce que vous avez donné la réponse sous 7 ou 8 réserves. Alors, en cas d'inobservation de l'une des conditions, est-ce qu'il y a un incident direct sur le résultat que vous aviez présenté à l'issue de votre travail? Est-ce qu'il y a un incident direct en cas d'inobservation de l'une des recommandations faites par vous? Merci pour la parole accordée, votre honneur. Bien sûr, je venais de dire que il y a eu mort d'homme. Et donc c'est une perte. Et on n'a pas le droit d'être superficiel. Donc on doit épuiser toutes les sources d'informations qui permettent à la vérité de triompher. C'est dans ce sens-là. Par exemple, si auprès des témoins privilégiés, ceux qui l'ont vu dernièrement vivant, on peut avoir des informations qui peuvent être utiles. Le fait de voir dans quelles conditions ils étaient détenus, ça peut nous aider aussi à comprendre que, à la suite d'une défaillance,
il a pu se passer ceci ou cela. Mais sans ces informations, on ne peut pas conclure. Ce que l'on a mis noir sur blanc, ce sont nos constatations. Ça s'arrête là. Mais pour tracer un lien d'imputabilité, quant à dire c'est ceci ou cela qui a provoqué, ça c'est pas le travail du médecin légiste. Nous examinons les lésions, nous essayons de comprendre comment ces lésions ont été produites, on appelle ça cinétique lésionnelle, et la gravité de ces lésions, leur impact sur la vie de la personne, et ainsi de suite. Ça oui, ça c'est notre travail. Mais nous ne pouvons pas dire désigner les responsables. Non, ça c'est le travail de l'organe de la loi et des enquêteurs. C'est pour ça qu'il faut revoir un peu tous ces aspects. Il y a un élément important. Pardon. Oui, allez-y. Il y a un élément important à votre nom. Les 3 personnes ont été conduites à l'hôpital central militaire. En arrivant, le médecin de l'hôpital a constaté que Fiston était déjà mort. Il est important de savoir si Fiston était mort au cachot, à l'extérieur du cachot ou pendant son transfert. C'est très très important tout ça dans le timing. Il a été conduit avec 2 autres détenus qui, eux, ont été hospitalisés. Où sont-ils? Parce que c'était des co-détenus. Donc, eux aussi pouvaient nous donner quelques informations utiles sur ce qui a pu se passer en dernier lieu. C'est pour ça que j'avais soulevé ces quelques préoccupations votre nom. Ok, merci beaucoup. À part ça, est-ce que vous êtes édifié? Non, d'abord, vous êtes satisfait par rapport à la réponse? Merci. Ce qui a été dit tout à l'heure est tellement clair, en ce qu'il commence d'abord par dire qu'il s'agit d'une mort d'homme et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, et qu'il faille épuiser toutes les recommandations. Donc il faut fouiner pour en savoir plus. Mais, certes, j'apprécie sa modestie. Il dit qu'il se limite à faire le constat. C'est ainsi qu'il a, par exemple, parlé de la baisse du taux de sucre qui peut être aussi à la base de la mort. Mais je voudrais quand même, parce qu'il a presque dit en finissant, a-t-il vu le certificat de décès, oui ou non? Est-ce que vous avez vu le certificat de décès lors de la présentation du corps? Merci, votre honneur, pour la question. Non, justement. Dans des cas comme ça, ce n'est pas ce certificat de décès qui est valable. Le certificat de décès, c'est l'expression écrite des constatations cliniques. Donc, lorsque la personne meurt, le médecin qui constate le décès peut faire ce certificat. Mais si le décès est suspect, si les conditions sont suspectes, ce certificat n'est pas valable. Il sera valable après la mission, par exemple, que vous nous aviez donnée. C'est à nous à délivrer le certificat de décès parce que nous aurons constaté et la cause du décès. Voilà. En tous les cas, nous n'avons pas eu ce certificat et ce serait intéressant aussi de savoir quel est le médecin qui a rédigé ce certificat. Parce que c'est lui qui a examiné le corps avant que nous le fassions. Et donc, il peut avoir des informations importantes. Un médecin bien formé peut faire la différence entre un bleu, une blessure, ainsi de suite. Si le corps qu'on lui apporte présente des signes d'agression, tout de suite, il va avoir le réflexe de se dire « ça, ce n'est pas une mort naturelle ». Une mort naturelle, c'est une mort de cause interne. Par exemple, quelqu'un qui souffrait du cœur, qui en meurt,
quelqu'un qui a fait un AVC ou 2 fois, 3e fois qui en meurt, quelqu'un qui a une cirrhose qui en meurt, on sait que cette personne souffrait de ceci et elle est partie. Mais quelqu'un qui apparemment n'avait pas ce genre de problème, et vous apprenez tout d'un coup qu'il est mort, ça fait partie des morts que l'on qualifie de suspectes. Et toute mort suspecte relève de la justice, votre honneur. C'est à ce moment-là que vous nous recueillez et nous faisons notre travail. Ok, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier Président. Nous sommes satisfaits du fait que le médecin légiste confirme n'avoir pas vu le certificat de décès. Encore que, à se dire, s'il existait, il serait suspect parce qu'il s'agit d'une mort suspecte. Dès lors que Kabé, avant de décéder, a passé plus de 4 jours au niveau de l'auditorat sans que l'on sache dans quelles conditions il était. Avec votre permission, je crois qu'il y a des confrères qui ont des questions à faire poser. Merci. Ok, ça va. Merci, messieurs les premiers présidents, de la parole accordée. Déjà dans l'entrée du jeu, monsieur le premier président, nous saluons la narration telle que présentée par l'expert en séjour, monsieur le président. L'on peut encore réaffirmer en ce jour, monsieur le Premier Président, de ce que nous avons dit à l'audience de la fois passée, que nous confirmons ce rapport, et ce rapport va à l'avantage ou à l'intérêt de tous les prévenus qui comparaissent par devers vous, monsieur le Premier Président. Mais voici une autre question, monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, parce que l'expert vous a dit tout à l'heure ici que les policiers Kabéa, sa mort est suite à l'hémorragie cérébrale. Et par rapport à l'hémorragie cérébrale, le médecin a parlé de 2 causes. Il a donné des hypothèses, monsieur le Premier Président. Il a parlé des tensions dans le cerveau, il a parlé les chocs, ainsi de suite. Maintenant, notre question est celle-ci. Comment peut-on retenir des tensions cérébrales à l'égard de la mort du policier Kabéa? Quand il parle de tensions cérébrales, on peut admettre ou on peut conclure que les policiers Kabéa avaient reçu les coups administrés par quelqu'un, ou soit les policiers Kabéa avaient reçu les coups lorsqu'il était tombé, ou soit la tension était par rapport à l'AVC. C'est ça les 3 préoccupations, monsieur le Premier Président. Oui, docteur, vous pouvez répondre directement. Merci, votre honneur, pour la parole accordée. C'est vrai que c'est pas évident pour le juriste de comprendre les mécanismes qui peuvent amener à la mort. C'est vrai que ce n'est pas votre tasse de thé, mais c'est parce que vous n'avez pas eu la formation biomédicale. C'est tout à fait normal. C'est un peu le problème que nous avons avec les termes juridiques. C'est un peu compliqué. Ce sont les griefs que les uns font aux autres, ainsi de suite. Il faut qu'on se comprenne. En médecine, la médecine n'est pas une science exacte comme les maths. Il y a des faisceaux qui conduisent à un certain diagnostic. Ces faisceaux, c'est tout ce que l'on constate d'anormal. Quelqu'un de normal, il marche comme ça. Quelqu'un qui n'est pas normal, il marche comme ceci. Pourquoi il marche comme ça? On cherche à savoir. Et lorsqu'on trouve la cause, on peut mettre le lien entre cette cause et la mort éventuellement. Voilà. Pour l'hypertension, être détenu, c'est pas... Enfin, passer un temps au cachot, c'est pas comme passer un temps à la plage. On est stressé. On a perdu sa liberté. On n'est pas sûr du lendemain. Si en plus les conditions de détention ne sont pas bonnes, cela influe sur la tension de la personne. Elle peut faire effectivement
ce qu'on appelle un pic hypertensif, c'est-à-dire une montée brutale de la tension artérielle. Mais les vaisseaux du cerveau peuvent, si ce pic arrive, peuvent éclater et provoquer ce qu'on appelle l'hémorragie cérébrale. On appelle ça accident vasculaire cérébral, ici hémorragique, parce qu'il y a éclatement du vaisseau. Ça peut arriver. Ne l'ayant pas examiné de son vivant, nous ne pouvons pas connaître son état de santé avant. Souffrait-il d'hypertension? Soignait-il cette hypertension ou non? Et ainsi de suite. Donc, la question reste pendante en ce qui concerne l'hypertension. 2. Il y a des maladies qui provoquent une sidération du cerveau. C'est l'épilepsie dont je vous ai parlé. Mais quelqu'un qui pique une crise d'épilepsie, une crise d'épilepsie ne passe pas inaperçue. C'est tout à fait spectaculaire. Et par conséquent, l'écho détenu, s'il était advenu qu'il ait fait, qu'il ait piqué une crise d'épilepsie au cachot ou à l'extérieur du cachot, les témoins privilégiés restent encore les co-détenus. Encore faudra-t-il savoir si le regretté fiston souffrait d'épilepsie. Là, c'est son médecin de famille ou sa famille pourrait nous renseigner sur ce point. Voilà. Ok, merci beaucoup. Satisfait? Tout à fait, monsieur le Premier Président. Franchement, la défense, nous sommes satisfaits de toutes les réponses que donne l'expert en ce jour. Mais, monsieur le Premier Président, est-ce que nous voulons vraiment être concrets par une réponse de la part du renseignant, de l'expert, j'allais dire, monsieur, excusez, monsieur le Premier Président. Je reviens toujours à l'une des questions que nous venons de faire poser à l'expert, parce qu'il parle des coûts. Lui étant médecin, lui étant expert, qu'est-ce que la défense peut retenir? C'est un coût ou ce sont des coûts constatés par un individu ou ce sont des coups constatés lorsque la personne était tombée par terre? Nous voulons vraiment être éclairés, précis par rapport à cette réponse. Nous avons... Rendez un peu la question intelligible. Même la cour qui n'est pas expert en médecine ne comprend absolument rien. Monsieur le Président, nous avons dit ceci. L'expert, nous louons ses réponses. Bien qu'il a déjà répondu intelligiblement, mais nous voulons aussi être concrets, Monsieur le Premier Président. Les policiers Kabea, sa cause de la mort était suite à l'hémorragie, c'était suite à la tension au niveau du cerveau. Là, vraiment, nous sommes tout à fait d'accord avec l'expert. Mais la question qui reste pendante, pour ce qui nous concerne, Monsieur le Premier Président, est celle de savoir la tension. Quand est-ce qu'on peut constater la tension au niveau du cerveau? C'est lorsque on vous a administré les coups ou soit c'est lorsque vous êtes tombé par terre? Le docteur peut répondre. Oui, merci, votre honneur, pour la parole accordée. Un coup asséné sur le crâne ébranle le cerveau que la boîte crânienne est censée protéger. Cela peut amener au cisaillement des vaisseaux qui peuvent éclater et donner aussi une hémorragie. L'onde de choc d'un coup sur la tête peut avoir les mêmes conséquences. C'est un peu ce qu'on a essayé d'expliquer dans
dans le rapport. Mais un coup très fort ne va pas provoquer tout de suite l'hypertension. Ce sera plutôt l'hypotension. Un coup très fort va provoquer l'hypotension. C'est à cause de ça que la personne va tomber. Parce que quand la tension baisse à un niveau trop bas, la pompe cardiaque ne fonctionne plus normalement. Et donc, elle pompe, comme on dirait, à vide. Et je vous ai dit que les cellules du cerveau sont excessivement vulnérables et sensibles au manque d'oxygène. Et si le cœur ne fonctionne pas, il n'envoie pas le sang au niveau du cerveau, ces cellules seront les premières à souffrir de ce manque. Il y aura syncope, qui est la première phase de l'inconscience. Et si on ne fait rien, l'inconscience va s'approfondir, on entre dans ce qu'on appelle le coma. Et si toujours rien n'est fait, cette personne peut mourir. C'est un peu ça. Maintenant, lorsqu'on fait une chute, quelle que soit la façon dont on tombe, il y a toujours une partie du corps qui touche le corps, la première. On peut tomber sur l'arrière, sur le dos, sur l'épaule, ainsi de suite. La tête viendra peut-être en second plan, parce qu'il y a d'abord la chute et puis cela. Quand la tête va cogner le sol, effectivement, à l'endroit où la tête aura cogné le sol, c'est ça l'impact, c'est là que l'on va trouver la lésion. Maintenant, si c'est un coup que l'on a donné, c'est à l'endroit où ce coup a touché le corps que l'on va trouver ces stigmates, comme je vous ai expliqué. Est-ce qu'il y a encore des questions? La dernière. Été donné en ce lieu, notamment du fait que si Kabe avait reçu les coups, ça aurait causé l'hypotension plutôt que l'hypertension. La question est celle de savoir quelle est la réponse de l'expert, consistant à ce que Kabe a passé plus de 4 jours dans les conditions que lui-même a décrites, sans manger ni boire. Est-ce que dans pareilles conditions, déjà qu'il a dit tout à l'heure qu'être déjà en détention, ce n'est pas être à la plage, cela peut causer des ennuis sur la santé. Et Kabea qui passe 4 jours au-delà, sans manger ni boire, et qu'il a été même constaté que son ventre et sa vessie étaient vides. Est-ce que les conditions telles que décrites peuvent-elles à la base de la baisse du taux de sucre? En pareille condition, est-ce que, voudrais-je dire, ces conditions peuvent-elles être à la base d'une crise pouvant entraîner jusqu'à la mort? Nous avons dit. Merci beaucoup. Docteur, vous voulez répondre? Merci beaucoup pour la parole accordée, votre honneur. Tout à fait. Le fait, effectivement, nous avons constaté que il n'y avait rien dans l'estomac, même pas le reste des repas digérés, qu'on appelle chim. C'était anormal. Et puis, au niveau des mains, nous avons remarqué des signes de déshydratation. Et ce qui a expliqué aussi qu'au niveau de la vessie, on n'ait rien trouvé comme urine et ainsi de suite. Et effectivement, l'hypoglycémie peut provoquer une chute comme ça d'ailleurs. Et selon la manière dont on tombe, les parties du corps qui touchent le sol peuvent être endommagées. Donc, l'hypoglycémie, comme dit Maître, peut effectivement provoquer ça. Donc, merci beaucoup. Il y a une question pour le membre de la coupe. Oui, oui. Ministère public, encore?
Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. L'explication fournie par le médecin. Il commence d'abord par nous dire qu'il n'y a pas une cause scientifique directe liée à la mort. C'est par principe à la liberté des causes qui peuvent entraîner la mort qu'il a émis toutes ces hypothèses. Alors, ma préoccupation, c'est la suivante. Parce que lui, il est l'expert qui est venu nous renseigner. Il commence par nous dire qu'il fallait poser la question aux témoins oculaires, ceux qui ont vécu les faits. La Cour a déjà eu à entendre les témoins oculaires qui étaient présents au moment de l'arrestation de Kabeya. L'arrestation qui était très violente, où on a administré au regretté Kabeya des coups de pied, des coups de crosse, et à la tête et à d'autres membres. Avant même qu'on l'amène à l'auditorat. Kabeya était un homme vivant ce jour-là. Il était en train de régler la circulation. C'est qu'il n'était pas malade. Il était sur la voie publique en train de régler la circulation. On l'interrompt dans ces conditions à faire son travail. On le prend violemment. On le fait monter dans ce qu'on appelle Bercy par la police. Alors, dans cette violence, Bercy, c'est le milieu de l'air du derrière. Il y a des barres de fer qui séparent sous cette violence par rapport à ce que vous avez constaté. Est-ce que vous pouvez nous dire les conséquences liées au coup qu'il aurait reçu ce jour-là et les conséquences qui sont liées à la violence qui a été perpétrée contre lui ce jour-là avant de l'amener à l'auditoire? Encore, faudra-t-il souligner qu'en dehors des coups qu'on a administrés, le lieu de son arrestation, on ne sait pas ce qui est arrivé quand on l'a amené à la primature. Si on a continué encore, qu'on a gagné, ou non, tout évité. Alors, l'état dans lequel on a amené à l'auditoire, un état d'un homme très affaibli, un état d'un homme très affaibli, avec des détenus déchirés, parce que vous êtes l'expert qui est là pour nous éclairer la cour. Pouvez-vous, en âme et conscience, nous dire par rapport aux exigences de votre métier, dans de telles circonstances, après avoir examiné le corps, que nous diriez, que pouvez-vous dire à la Cour dans de telles circonstances? Merci. À l'adresse de l'organe de la loi, d'après ce que je viens d'apprendre, n'ayant pas été témoin de cette violence, et ainsi de suite, c'est ce qui est reporté. Normalement, on n'aurait pas dû l'amener ni au cachot, ni à l'auditorat. Quelqu'un que l'on a lynché, parce que c'est ça qu'il faut sous-entendre, son état nécessite l'hospitalisation et non pas la détention au cachot. C'est une question à laquelle il faudra quand même qu'on réponde. Parmi les interrogations que j'ai posées, c'est dans ce sens-là, votre honneur. Donc, son état nécessitait une prise en charge médicale, une hospitalisation et non pas une détention. C'est déjà une anomalie en soi. C'est, j'apprends effectivement que l'arrestation était tumultueuse. Les détails que l'on vient d'apprendre ici, coup de crosse, coup de pied, et ainsi de suite. D'accord. Crosse. Tout objet contondant, comme la crosse,
lorsque on tape sur la tête ou n'importe sur quelle partie du corps, il y aura la forme de la crosse. Voilà, sous forme d'échymose ou sous forme d'hématome. Parce que tout objet contondant qui a acquis une certaine vitesse génère ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Et ça se traduit justement sur la cible, soit sous forme de bleu, échymose, soit sous forme de bosse sérosanguine qu'on appelle hématome, et ainsi de suite. Voilà. Donc, à l'adresse de l'organe de la loi, effectivement, si cette version est la réalité, l'orientation était déjà faussée. Et par conséquent, ce n'est pas normal que l'on ait admis en détention quelqu'un dont l'état de santé était fragilisé par les coups éventuellement reçus et le garder pendant 3 à 4 jours. D'où l'importance de revoir encore les conditions de détention, ce qui a pu se passer et ainsi de suite. J'ai dit. La Cour aussi avait une petite préoccupation à soumettre à votre interprétation. Voilà la question. Le respect, mon général, je pense que vous n'avez pas de papier pour noter, mais il serait très intéressant que vous puissiez noter, mais connaissant votre capacité, votre intelligence, je pense que vous allez retenir ces 3 petites questions. Ces questions, je les tire de votre rapport d'autopsie. Je voudrais que la Cour voudrait que vous puissiez l'éclairer sur, d'abord, les terminologies. Dans votre rapport à la page 4, vous parlez de... Je vais vous lire. S'agissant de l'examen interne et nécropsie, c'est-à-dire l'autopsie. Niveau céphalique. Plus bas là-bas, ce qui nous intéresse, vous dites, c'est-à-dire ouverture de la boîte crânienne. Lorsque vous avez opéré l'ouverture de la boîte crânienne, vous avez noté une hémorragie sous-durable et intracérébrale, sans fracture de la voûte crânienne. La voûte crânienne, c'est quoi? Et puis vous dites sans fracture. À la page 6, s'agissant des traumatismes crânio-encéphaliques, vous dites il s'agit d'un transfert d'énergie cinétique d'un objet contondant sur la tête. L'onde des chocs a occasionné une fracture de la boîte crânienne et une hémorragie cérébrale. Alors, d'un côté vous dites voûte crânienne sans fracture et puis fracture de la boîte crânienne. Ces 2 concepts-là, ces 2 termes techniques, si vous pouvez les placer dans leur contexte pour que nous puissions bien comprendre. La deuxième, c'est par rapport à votre exposé, à votre narration de faits. Vous donnez la date du décès. Doit-on considérer? Parce que tout à l'heure, là, vous venez de dire qu'il n'appartenait pas au médecin qui l'avait reçu. En cas, selon vous, de suspicion, c'est le médecin légiste. Mais est-ce que cette date ici, du 29 mars 2025, est-ce que c'est la date du décès du dauphin Kabea que la Cour doit retenir, ou selon vous? Parce que dans le rapport médical, vous ne précisez pas la date et l'heure à laquelle
la date précise et l'heure à laquelle le défunt Kabila est décédé. Alors, en lisant votre exposé des faits, votre rectorat, nous retrouvons une date, la date du 29 mars 2025. Est-ce que c'est cette date-là? Est-ce que c'est cette date-là que la Cour doit retenir? Alors, la troisième question, peut-être la dernière pour moi. Docteur, vous avez dit ceci, quand vous avez expliqué en résumé votre rapport, vous avez dit qu'en ouvrant la tête, vous avez trouvé du sang qui n'avait pas sa place dans la boîte crânienne ou là-dedans, dans la tête. Du sang qui n'avait pas sa place. Du sang qui coulait en dehors des veines. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon la médecine légale, selon vous, experts, un homme qui se présente dans cet état peut être dans quel état? Pendant combien de jours? Le sang, ça commence à circuler maintenant. Est-ce que c'est tout de suite qu'il tombe, qu'il s'évanouit, qu'il perd connaissance, qu'il a des vertiges? Ça peut prendre combien de temps? Cette question va nous renvoyer à la deuxième. Merci beaucoup. Vous avez la parole, docteur, pour répondre à ces questions. Merci beaucoup, votre honneur. La voûte crânienne, c'est tout ça. C'est ça qu'on appelle voûte crânienne. C'est ça. Elle est composée des os, l'os frontal, les os pariétaux, l'os occipital qui est la partie postérieure de la boîte crânienne. Et puis, de chaque côté, les os temporaux. C'est tout ça qu'on appelle la voûte. Le sommet de cette voûte, c'est ça qu'on appelle le vertex. Ce sont des termes usités. Bien. Que se passe-t-il lorsque... Que s'est-il passé lorsqu'on a ouvert? On a trouvé du sang sous la membrane qu'on appelle la dure-mère. Dure-mère. C'est une membrane fibreuse qui amarre, qui fixe le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Pour qu'à chaque mouvement de la tête, le cerveau ne bouge pas dans la boîte crânienne. On a trouvé du sang en dessous. C'est ça qu'on appelle hémorragie sous-durale. Sous la dure-mère. Ok? Bien. Le sang doit circuler dans ces tuyauteries. Vous avez cité une partie ici, les veines. Le sang doit circuler dans les veines et les artères. Le sang ne peut pas se trouver en dehors de cela. C'est anormal. Donc, dès qu'on trouve du sang en dehors des tuyauteries, c'est qu'il y a un problème. C'est un peu comme avec la régie des eaux. Lorsque un tuyau est percé, l'eau sort. L'eau ne devrait pas être dehors, devrait circuler dans la tuyauterie. Voilà. À propos de la fracture, on n'a pas constaté de fracture. À la page 6, j'explique les effets d'une contusion, les effets d'un traumatisme. Ça peut provoquer l'hémorragie, l'échymose, l'hématome, la fracture, ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire. Là, c'est une explication. Ce n'est pas ce que nous avons constaté. Nous n'avons pas constaté de fracture. Sinon, ce serait documenté. Et on n'a pas l'habitude de taire ou de cacher ce que l'on a vu, ni d'ajouter ce que l'on n'a pas vu. Ce n'est pas déontologique du point de vue médico-légal. Nous nous battons pour le triomphe de la vérité. En aucun cas, nous ne pouvons taire ce que nous avons constaté. Non. En quoi est-ce qu'on pourrait vous aider alors? Voilà un petit peu.
Y a-t-il une autre préoccupation, votre nom? Merci. L'heure, ah oui. À propos du certificat, la personne est arrivée morte à l'hôpital. À quelle date? À cette date-là. Et donc, si cette personne était morte le 28, on l'aurait emmenée le 28. Parce que la place du mort, c'est pas parmi les vivants. Donc on l'a amené directement à la morgue. C'est pour ça qu'on a retenu cette date. Voilà. Le médecin qui l'a eu, lui, sait, puisque c'est lui qui a emmené la dépouille de Fiston à l'hôpital, à cette date-là. C'est celle-là que l'on a retenue, parce qu'on ne peut pas inventer. Et de un, comme j'avais répondu à l'organe de la loi, si des lésions aussi importantes, si les lésions aussi importantes qui ont touché le cerveau, la personne serait morte le même jour. Il y a une plus grande probabilité que cette personne soit morte le même jour, eu égard à la gravité des lésions. Oui, mon général, nous vous avons bien suivi. Mais je voudrais revenir sur la question. Si la Cour vous a bien compris, la Cour doit noter que au niveau de la médecine légale, il n'est pas possible que vous puissiez déterminer l'heure ou le jour du décès de quelqu'un, d'un cadavre. Parce qu'on apprend l'archéologie, on a trouvé des os qui datent d'autant d'années. On a trouvé ceci, un cadavre qui date d'autant de mois. Mais vous avez été saisi. Et je vous rappelle que vous avez dit ici que c'est le médecin qui avait constaté le décès. Ne pouvait pas, ou pouvait estimer, non, voilà, la cause de la mort, il est mort par ceci, par cela. Et que le vrai certificat, c'est vous, médecin légiste. Donc nous devons noter que à votre niveau, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas attelé par rapport à rechercher ça. Vous vous êtes contenté au jour qu'on vous a rapporté du décès. Mais est-ce qu'il est impossible? Il vous a été impossible de déterminer l'heure et le jour et l'heure du décès de M. Kabea. Mais la dernière question, vous n'avez pas aussi répondu à ça. Combien de temps quelqu'un qui est atteint d'une hémorragie cérébrale peut résister? Je crois qu'il faut recadrer les choses pour que vous compreniez mieux. C'est notre travail de déterminer la date et ainsi de suite. Nous avons des méthodes pour ça. À la question que vous m'aviez posée, quant à la date, je vous ai dit, nous avons retenu la date du 29 parce que c'est à cette date que l'on a emmené le corps mort à l'hôpital. C'est tout. Mais maintenant, comment on procède pour déterminer l'heure et ainsi de suite? Lorsque le souffle de vie quitte le corps, celui-ci ne reste pas comme du bois. Il entre dans une phase de dégradation que l'on appelle, permettez-moi d'utiliser le terme parce que c'est le terme usité, ça s'appelle thanatomorphose. Il y a 10 phases. Il y a 10 phases. Pendant ces phases, le corps se transforme et il gonfle, il commence à dégager des odeurs qui attirent les mouches, qui viennent pondre leurs œufs. Ces œufs deviennent des larves qui se nourrissent des muscles, ainsi de suite, jusqu'au stade de squelette. Et ainsi de suite. Jusqu'à la disparition complète du squelette. On appelle ça minéralisation. D'ailleurs, dans les Écritures, on dit « tu es poussière, tu retourneras à la poussière ». C'est exactement cela, et nous le constatons. Lorsque le corps commence à dégager des odeurs,
Il attire une série de mouches intéressées par le stade de dégradation, par le stade de putréfaction. Ces mouches viennent pondre leurs œufs. L'examen de ces œufs, l'examen des larves nous indique que la présence de ces larves signifie que la mort remonte à 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et ainsi de suite. Vous ne trouverez jamais certains types de mouches après 6 mois, 6 mois après la mort. Non. 6 mois après la mort, le corps dégage encore des odeurs qui n'attirent que spécifiquement certains types de mouches, ainsi de suite. On appelle ça l'entomologie médico-légale. Ça nous permet, à partir de l'étude de ces insectes, de déterminer plus ou moins, hein, c'est pas à 1 heure près, la date de décès. On peut trouver des corps abandonnés dans la savane ou ailleurs. On ne trouve que un peu de peau et le squelette. Pour déterminer le temps écoulé, on appelle ça le délai post-mortem. Le temps écoulé entre la survenue de la mort et le moment où on examine, où on trouve le corps, c'est ça qu'on appelle délai post-mortem. On utilise toutes ces méthodes-là. Donc il y a moyen. Ici, nous avons constaté tout simplement que ce corps avait été emmené mort à la morgue. C'est tout ce que l'on pouvait dire. Mais le fait que l'on n'ait rien trouvé dans l'estomac, le fait que l'on n'ait rien trouvé dans la vessie, signifie que cette personne n'était pas nourrie. Parce que quand vous mangez, il faut 2 heures, 3 heures pour digérer complètement. Ce que vous avez mangé ce matin, si la mort survenait avant 18 heures, on ne va rien trouver de tout ça. L'estomac aura déjà malaxé, digéré, ce serait passé dans les intestins. Ça aussi, ça nous permet, si on trouve le reste de repas, ça nous permet de dire la mort remonte à autant d'heures et ainsi de suite. Voilà un peu. Ok, merci beaucoup, mon général. La Cour pose la question aux parties au procès. Est-ce qu'on peut se limiter à l'intervention du docteur ou c'est encore important de faire comparaître le capitaine Mwamba parce que son père spirituel a tout dit, qui a vu Jésus, en fait, qui a vu les pères remplis, dépassés par des intermédiaires. On a vu Jésus, c'est tout. Il n'y a plus de questions, tout est clair. Ok. Greffier, veuillez acter que les parties ont constaté, en fait la Cour constate que les parties n'ont plus de questions à poser et déclare que l'intervention du docteur, du général est tout à fait claire. Donc du côté partie civile. Nous avions que quelques observations. D'ailleurs, répondant à la préoccupation de la Cour, nous ne trouvons pas à notre niveau l'intérêt qu'on fasse comparaître le capitaine expert aussi, dès lors que le professeur a été très clair quant à la question. Et dans un rapport à expert, la conclusion demeure l'élément clé de toutes les hypothèses, évidemment, les différentes théories développées par le professeur. Pour nous, en écoutant les différentes explications, et en écoutant ici la partie prévenue de leurs explications, des questions du ministère public, toutes
Ensuite, après d'autres devoirs que la Cour a pu solliciter la fois de l'audience, j'ai dit de l'audience de la fois passée, nous ne trouvons pas d'inconvénient pour qu'on aille au fond, dès lors que c'est clair, les actes. Ok, merci. Donc, je réponds dans une question d'hypothèse, puisque nous sommes de la victime, des parties victimes. Les informations à notre possession, Fiston Kabeya n'a jamais souffert d'épilepsie. Il n'était pas alcoolique. Ses collègues qui ont défilé devant la cour de CEA ont témoigné dans quelle ambiance celui-ci est en train d'accomplir son ministère. Je veux dire, réguler la circulation. Il fait partie d'une commandant, d'un commandement du PCR, le bataillon dont il fait partie, le commandant compagnie. Personne ne nous a déjà dit de quelques séquelles ou de quelques antécédents médicaux dont il en a. Il est suivi médicalement dans l'hôpital de la parcelle là où nous nous trouvons, là où nous comparaissons en forêt. Il n'y a jamais eu d'antécédent de cet ordre-là. Pris dans son poste de travail en bonne santé, et ensuite, la famille n'a appris que de manière survolée par un prétendu monsieur, disons qu'il était qui appartenait à l'auditorat, qu'on aurait amené 3 personnes, l'un de ces 3 serait mort, en constatant le samedi qu'on trouve que le mort là serait leur frère. Donc les détails de tout ce qu'il y a ne nous concernent pas. Et on a trouvé un corps longé au sol avec une photo qui saignait au nez, aux oreilles et partout. Maître, est-ce qu'on peut libérer l'expert? Vous pouvez le libérer, mais nous on s'attelle qu'au fait et à ça. Ok, merci. Et nous nous remettons à la sagesse de la Merci beaucoup. Mon général, la Cour vous remercie infiniment pour avoir contribué à l'éclosion de la vérité. Et soyez-en rassurés qu'à chaque fois qu'on aura une difficulté du genre, on pense, en fait, on ne cessera jamais de se référer à vous. Merci mon général. C'est moi qui vous remercie, votre honneur et l'auguste cour. Les capitaines médecins. D'autant plus que votre maître a pratiquement rencontré toutes les préoccupations du parti, ainsi que celles du ministère public. Néanmoins, la Cour, pour sa part, vous remercie pour ces marques de respect. Donc, vous pouvez disposer, à moins peut-être que l'audience vous soit intéressante, parce que l'assistance à l'audience est publique. Mais vous êtes libre, soit de suivre l'audience, ou soit de partir vaquer vos occupations. Merci, mon capitaine. Du général Kikobia. À ce qui le concerne, la Cour passe outre cette exigence, d'autant plus qu'elle a été éclairée par l'intervention du docteur légiste Tchomba. Congo Avenir, Mboka ya Bakongo.